Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Patrick Artus. Bonjour Patrick. Bonjour David. Tous mes voeux. Moi aussi. Chef économiste chez Natixis. Alors, 2019 démarre un peu mieux que 2018 ne s'est achevé. On a eu 4 séances de hausse consécutives sur les marchés américains. Ça consolide aujourd'hui en Europe. On se dit quoi? Que c'est éphémère, ça ne tiendra pas. Encore que je dis ça, mais Patrick, comme il est fort, parce qu'il écrit pendant les vacances. Et le 31 décembre, il nous a sorti une note en disant 2019, année du rallye boursier. Au-delà de votre note, ça ne tient pas là, on voit bien, on a 4 séances de hausse, ça y est, c'est. Oui, enfin, je m'emballe un peu là. On ne va pas regarder les choses tous les jours. Non, fondamentalement, la thèse que j'ai envie de défendre est la suivante, c'est de dire, certes, il y a un ralentissement des économies, qui est un ralentissement de type cyclique traditionnel. C'est l'industrie, l'automobile en particulier qui ralentissent. Les services restent assez forts dans la plupart des pays, mais ce n'est pas une récession, c'est un ralentissement. Et deuxièmement, en même temps, nous avons un niveau d'aversion pour le risque. Vous savez qu'on a différents indicateurs qui permettent de calculer, qui est le même qu'après la faillite de Lehman. Donc les marchés financiers... C'est cet indicateur Alors c'est un mélange de fourchettes, bidasques, de volatilité, etc., qui est extrêmement performant. Donc ça donne une vraie vision de la... Et donc il y a une incohérence entre une aversion risque qui est au niveau de Lehman Brothers, alors qu'on a... En gros, on peut dire les choses autrement. Si on travaille à l'envers, le niveau du marché action aujourd'hui, d'ailleurs le niveau des primes de risque sur les obligations d'entreprise, correspond à une croissance de l'ordre de 0, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe en 2019. C'est pas ce qu'on a, évidemment. Bon, et alors on n'a pas 0, on aura pour l'instant à nouveau des signes du ralentissement cyclique, mais n'oublions pas que, les politiques budgétaires sont expansionnistes, aux États-Unis, en France, en Italie, et 2, surtout que le pétrole est 20 $ en dessous de là où on croyait qu'il serait. 20 $ de pétrole, c'est... un gros soutien à la croissance dans la zone euro de l'ordre de 5 ou 6 dixièmes de points de croissance en plus. Ouais. Donc en réalité, dans mes derniers calculs, et à nouveau s'il n'y a pas de choc nouveau, la croissance de 2019 en France, par exemple, ou dans la zone euro, va être supérieure à celle de 2018. On fera plus que 1,5% de croissance. On va faire probablement pas loin de 2. Et en France, en tout cas, on va faire pas loin de 2. On met 20 $ de pétrole et 5 à 6 dixièmes de points de déficit de PIB, de déficit public. Dans une économie qui ralentit, évidemment, on soutient quand même fortement la demande. Donc je crois qu'on va rester avec une croissance. Je pense que la croissance sera plus forte en réalité en 2019 qu'en 2018. Alors, sauf s'il se passe des choses épouvantables par ailleurs, mais on a le sentiment que... Alors on est le Brexit, Bon, alors là, à nouveau, personne ne lit dans les boules de cristal, mais vous avez vu que le Parlement britannique rejette totalement un Brexit sans accord. Donc on ne voit pas venir un Brexit sans accord. 2, Trump, je pense que la vocation de Trump, quand il a été élu président, c'était de faire monter les actions aux États-Unis. Et comme il se rend compte que finalement son agitation fait baisser les actions, il est en train de changer de stratégie. Alors on le voit par exemple sur les relations commerciales avec la Chine et avec l'Europe. On a quand même une stratégie aujourd'hui qui est beaucoup plus coopérative. Il reste le problème de budget avec le Congrès, mais ceci n'a pas beaucoup d'effet sur les marchés d'actions. L'Italie, on voit que les choses sont en train de se normaliser. Enfin bon, et donc ce qui aurait pu devenir de très gros risques est plutôt en train de se calmer. Et à nouveau, les marchés croient toujours qu'il y aura 0 de croissance, qui est dans l'état actuel de ce que nous avons comme information. Évidemment, il peut toujours y avoir une crise nouvelle qu'on n'a pas vue, mais n'est pas vrai, quoi. Je veux dire, on va être beaucoup, beaucoup au-dessus de 0 de croissance. Donc les marchés se trompent. Les marchés, encore une fois, quand on regarde les prix, encore une fois, des actifs, notamment sur les marchés actions, sur les marchés obligataires, ça envoie le message, les marchés envoient le message d'une récession, mais ils peuvent aussi provoquer cette récession. Oui, alors à force que les marchés financiers baissent, ça peut se transformer en le wishful thinking, vous savez, les prophéties autoréalisatrices font que derrière, ça déclenche une récession. Alors ça, c'est plutôt aux États-Unis, parce que pour ça, il faut ce qu'on a aux États-Unis, c'est-à-dire de gros effets de richesse. Si le marché des actions aux États-Unis reste durablement bas et si les entreprises ont du mal à se financer en obligations, parce que les primes de risque sont très larges, alors aux États-Unis, ceci a un effet extrêmement négatif sur la croissance. Donc il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps. Je suis d'accord avec vous. Si on a tout un premier semestre où on reste avec un marché sous-évalué
et avec des coûts de Qui financement. continue sur la même tendance. Alors, ça va 2018. devenir autoréalisateur. Parce que les entreprises vont devoir couper leurs investissements parce qu'elles ne peuvent pas émettre. Est-ce que les ménages vont épargner parce qu'ils sont moins riches? Voilà. Donc le pessimisme excessif des investisseurs américains peut provoquer une récession qui elle-même derrière refait baisser les marchés. On se rend compte quand même du délire du truc. Hein. Oui, je suis d'accord. Enfin, c'est comme ça que ça marche. C'est parce que les effets de richesse sont très gros aux États-Unis. Hein. Ouais. Mais honnêtement, est-ce que vous croyez que les investisseurs professionnels, disons, vont continuer à ce qu'ils font depuis 2 mois, c'est-à-dire n'acheter que du cash, vendre des actions, vendre des obligations des entreprises? Enfin, moi, je crois qu'il y a une limite à cette stratégie. Et les gens font les mêmes calculs que moi. Enfin, les marchés des obligations d'entreprise sont encore plus faciles que les marchés d'actions. Parce que les actions, il y a de la psychologie. Puis une prime de risque action, il y a quand même un élément un petit peu conventionnel. Mais les marchés d'obligations d'entreprise, on peut regarder le risque de défaut implicite. Aujourd'hui, les marchés valorisent une énorme augmentation des défauts d'entreprises en 2019. Ils baissent les défauts d'entreprises. Et ils baissent pourquoi? Parce que les taux d'intérêt sont très bas et que les paiements d'intérêt sur les dettes des entreprises sont extraordinairement bas aussi. Ouais. Donc, moi, je crois qu'il y a un gros mispricing, comme on dit, donc une erreur de jugement des marchés financiers qui ont eu peur d'une crise très forte avec la Chine. Et que l'évolution normale, c'est que le sentiment va redevenir plus positif. Ouais. À nouveau, on n'est pas en train de dire qu'on aura un boom économique en 2019, mais on n'a pas du tout le scénario d'effondrement qui est implicite derrière les marchés aujourd'hui. Mais dans leur caractère excessif et moutonnier, on se dit qu'après moins 20 depuis les points hauts sur les marchés actions, il n'est pas non plus aberrant. Peut-être qu'on est encore 10 ou 15 de baisse quand même. Oui, mais on peut aussi faire plus 30. Hein. Alors, vous avez raison, le côté moutonnier, il est renforcé aujourd'hui par le fait que la liquidité disparaît très très vite sur les marchés. Hein, c'est-à-dire que quand les gens se mettent à vendre, il y a très peu d'acheteurs, hein, donc les prix baissent beaucoup. Par le fait qu'il y a beaucoup d'ETF, hein, donc des fonds qui sont simplement indiciels, qu'il y a de moins en moins de gérants actifs. Des gens qui investissent en fonction des fondamentaux. Il y a de plus en plus de gérants passifs qui suivent les indices. Un gérant passif ne se pose pas normalement de questions sur les fondamentaux. Il suit le marché, quoi. Et donc, évidemment, on a une structure de marché qui favorise le mimétisme et qui amplifie les mouvements de marché. Ouais. Et à ceux qui disent que on a eu la correction en 2018, et ben on est bon pour le crack en 2019. C'est pour vous que c'est insensé? Non, ça pas. Enfin, je veux dire honnêtement, on n'a pas le droit de dire ça. Enfin, on peut toujours. On n'a pas le droit de dire ça. Une récession, ça vient pas tout seul. On sait d'où sont venues les récessions du passé. C'est soit l'inflation et la hausse des taux d'intérêt, soit une crise immobilière. Les grandes récessions, ça a toujours la même cause. C'est des individus, que ce soit des entreprises, des fonds, des personnes, se sont endettés à court terme pour financer des actifs à long terme. Et à un certain moment, ils ne peuvent pas renouveler leur dette à court terme et donc ils sont en faillite. Donc tout ça est dans les mains. Et ça, on ne l'a pas aujourd'hui. Tout ça est dans les mains des banques centrales. Et c'est là où on se dit que quand même, l'intervention, ce qui a joué ce rebond qu'on constate depuis plusieurs jours, c'est quoi? C'est effectivement une légère détente au niveau de la guerre commerciale parce qu'il y a eu chaque camp, ils ont discuté, apparemment ça jette les bases peut-être d'un espèce de mini-accord, mais c'est surtout aussi les propos du patron de la Banque centrale américaine qui a fait comprendre quand même qu'il n'était pas insensible à ce qui se passait sur les indices boursiers. En faisant comprendre que, si j'ai bien compris, en toile de fond, que la Fed se met en mode pause au moins pour un trimestre. Moi, je pense que la Fed, honnêtement, peut ne plus rien faire. Qu'on resterait au niveau actuel sur les taux d'intérêt. C'est pas ça qui a surpris les marchés depuis quelques jours. Oui, mais ça prouve aussi que les gens. C'est pas rien, c'est pas rien. Non, mais ça prouve que les gens sur les marchés financiers ne sont pas très sérieux. Parce que honnêtement, que les taux d'intérêt de la Réserve fédérale soient à 2,50 ou à 2,75, ça change rien à rien. Ils sont incroyablement inférieurs à la croissance. Les taux d'intérêt à long terme aux États-Unis, c'est en 2014 qu'ils ont monté, quand Bernanke a dit qu'il allait arrêter le quantitative easing. Ils ne sont pas plus élevés aujourd'hui. Donc ils ont même rebaissé depuis un mois. On est à 2,80. Enfin, donc, les taux d'intérêt, c'est un amusement d'économistes de salle des marchés, mais ce n'est pas ça le vrai sujet. Je crois que le vrai sujet aux États-Unis, ça a été l'idée d'abord que la guerre commerciale avec la Chine, elle est extrêmement coûteuse. On a vu Apple quand même, voir Apple nous dire on fait un sales warning qu'on n'a pas vu depuis 2 décennies. Oui, je suis d'accord. Il y a des choses fondamentales. C'est vrai que les techs... C'est pas sans impact quand même. Oui, les techs américaines, on voit bien, mais si vous ramenez ça à l'ensemble du marché, en gros, quand on fait un calcul à peu près raisonnable,
on dit il n'y aura pas 8% de hausse des résultats en 2019, il y aura 6%. Hein. Et cette correction vient assez largement des valeurs technologiques aux États-Unis. Ouais. Et en Europe, c'est à peu près le même écart. Il y aura peut-être 2 points de moins. Sauf qu'on a eu plus 24 en 2018, et si on fait plus 6 en 2019... Mais c'est ça qui perturbe les investisseurs. Oui, mais ça ne peut pas faire baisser le marché de 20%. Enfin, je veux dire, honnêtement. Donc le marché aujourd'hui, regardez les primes de risque. Les primes de risque sur les marchés d'actions ont monté de 200 points de base. 200 points de base, c'est l'équivalent d'un gros 15%. Donc on est au moins... Et si on avait, pardon de jouer le côté chat noir, etc. Oui, je vois bien. Non, mais c'est pour mettre en face dans la pour porter non, mais un peu moi la j'essaie juste contradiction, de dire des choses qui sont fondamentalement s'il y avait des déceptions sur les résultats d'entreprise, il y a des révisions en baisse de 2 points, vous l'avez dit, Patrick, mais si encore une fois, on se souvient de l'extrême prudence de beaucoup de chefs d'entreprise, de multinationales au 3e trimestre, si encore une fois, à la fois, il y avait des révisions en baisse qui étaient plus importantes et des messages qui étaient envoyés par les managements. On a une marge de sécurité. Non, quand vous regardez une prévision raisonnable d'indice boursier pour la fin de 2019, aujourd'hui, les consensus de résultats sont trop hauts. Donc effectivement, ça va dans le mauvais sens. Vous devez baisser 2 ou 3 points parce que le consensus de résultats est trop haut. Il faudra que le marché le digère, voilà. ça. Hein. Mais 2, la prime de risque a monté de façon énorme. On a une prime de risque qui a monté de plus de 200 points de base en un trimestre. Et donc, on a une valorisation des actions qui s'est effondrée. Et cet effet-là, il est immensément plus grand que la petite correction sur les résultats. La valorisation des actions, c'est pas la casse. Dit autrement, c'est pas la casse non plus. Complètement à la casse. Alors, dit autrement, quand vous regardez mon indice tout à l'heure, je disais, d'aversion au risque, il est au niveau de Lehman. Ouais. Est-ce que nous sommes aujourd'hui dans une situation qui est la même qu'après la faillite de Lehman? Donc, les primes de risque sont calées sur une situation qui est la faillite de Lehman. Le CAC 40 est bradé? Il est, à mon avis, 20%, 25% trop bas, oui. Donc, à vous écouter, 2019 sera un bon coup boursier. L'année du rallye sur les actions, avec le mimétisme qui va s'inverser, parce que le jour où il y aura un mouvement d'achat... Qui va s'inverser, mais à partir de... Il faut toujours qu'il y ait une étincelle, un déclencheur. Il faut d'abord passer sans doute les quelques semaines où la question du Brexit va toujours nous perturber, hein, donc voir quelle est la voie institutionnelle pour arriver à un accord. Il faut un peu plus avancer dans la résolution du conflit commercial États-Unis-Chine et peut-être après États-Unis-Europe. Il faut peut-être que la situation française, dont on commence à parler chez les grands investisseurs en dehors d'Europe, soit aussi un peu stabilisée. Mais c'est une question de semaines, quoi. Moi, j'ai l'impression que dans quelques semaines, on peut avoir le début d'une véritable remontée des marchés d'actions. Ouais. On a le sentiment qu'en tout cas, cette meilleure humeur depuis quelques jours des marchés, ça reste encore fragile. On imagine qu'il suffit que Trump se mette à éructer contre les Chinois avec des tweets vengeurs et rageurs. Et puis, à nouveau, mon interprétation de Trump, je me répète, c'est que Trump n'aime pas que les marchés d'actions baissent. Et qu'en réalité, on a un truc assez bizarre, c'est que alors qu'il voulait les faire monter, c'est lui qui les fait baisser. Hein. Et je pense que c'est un message qui commence à arriver à la Maison-Blanche. Et que d'où la recherche... On voit bien depuis quelques semaines une recherche de compromis. Il y a eu l'accord avec le Mexique, enfin, on va vers une recherche de compromis. Et je pense qu'il y aura aussi un compromis avec la Chambre des représentants. Enfin, il y aura, selon vous, c'est le scénario le plus positif, mais il y aura compromis à la fois avec les Chinois sur les questions budgétaires aussi. Dans les deux cas, il y aura, parce que derrière, il y a l'épée Damoclès des marchés américains. Oui, et parce que Trump, je pense, est fondamentalement un homme de marché et que le recul des marchés lui déplaît profondément. Hein. Et sur les risques baissiers à court terme, encore une fois, puisqu'on parle de Donald Trump, ce shutdown, encore une fois, qui s'approche de son record, ça fait 3 semaines qu'il y a une paralysie aux États-Unis. Discussion dans l'impasse, Trump qui a claqué la porte hier, etc. Faire de la macroéconomie. Ce bras de fer budgétaire, encore une fois, il n'aura pas de conséquences. Ça concerne 800 000 personnes, c'est tout petit, et puis ils seront remboursés. Enfin, non, je ne pense pas que ça a d'effet. Ça participe à un climat d'incertitude et d'inquiétude, mais honnêtement, ça n'a pas d'effet macroéconomique sur la situation des États-Unis. Encore une fois, on voit Donald Trump qui dit oui, ça se passe bien les négociations avec les Chinois, tout se passe bien, etc. Qui est en position de force? Je me posais la question. On a vu des signaux, des clignotants qui virent à l'orange en Chine, avec cette volonté de Pékin de soutenir son économie. Ils sont tous les deux en position de faiblesse. Puisque ce que les États-Unis importent de Chine n'est très largement plus fabriqué aux États-Unis. Donc des droits de douane sur les produits chinois n'empêchent pas les importations. On l'a très bien vu d'ailleurs dès l'année dernière.
Parce qu'il faut importer, parce que comme les États-Unis, prenez les cellules solaires, il n'y a pratiquement plus de fabricants de cellules solaires aux États-Unis. Donc soit on arrête d'installer des cellules solaires, soit si on continue à les installer, on continue à les importer de Chine. On les paye 25% plus cher, mais on continue à les importer. Les exportations de la Chine vers les États-Unis n'ont absolument pas ralenti. Et le déficit extérieur des États-Unis vis-à-vis de la Chine n'a jamais été aussi important. Donc, quand vous taxez des produits que vous ne fabriquez pas, vous n'améliorez pas votre commerce. Mais ça n'a pas d'importance que vous les payez plus cher, puisque vous redistribuez le montant de la taxe aux consommateurs. Et donc, l'effet, pour l'instant, des droits de douane américains sur les produits chinois est nul. Hein, et on s'en rend compte, les chiffres le nul, montrent. Sauf quand on voit Apple, quand on voit ce que oui, mais ça n'a rien à voir, Apple, c'est pas ça. C'est qu'Apple, il y a des déceptions sur les ventes, des nouveaux produits en Chine, etc. C'est une vraie déception sur le chiffre d'affaires, Apple. Là, il y a quelque chose d'objectif derrière. C'est pas lié à la guerre commerciale avec la Chine. Bon, et on s'inquiète plus que ça ou pas du coup de mou quand même en zone euro, parce qu'on a eu des très bons chiffres sur l'emploi américain. La Fed nous a rassurés, elle sera conciliante, elle sera flexible, ça on l'a dit. Il y a un coup de mou quand même sur la zone euro, même si vous avez dit qu'avec le pétrole qui baisse, ça redonne effectivement du pouvoir d'achat et de la croissance. La BCE nous avait dit 1,7%, on ne s'inquiète pas, même si on a vu les indices, les statistiques normalement non, parce qu'à nouveau, les plus récentes qui montrent que quand même… La politique budgétaire est plus expansionniste. Alors, ça n'aurait servi à rien il y a un an. Là, comme l'économie a une tendance à ralentir, et on le disait avant, c'est essentiellement toute la partie industrielle de l'économie qui ralentit. Ça a du sens d'avoir un peu plus de déficit public. À nouveau, on n'est pas dans un ralentissement cyclique, c'est normal d'avoir un peu plus de déficit. Même si les déficits, comme en France ou en Italie, ne sont pas du tout liés au ralentissement cyclique et sont liés à des considérations de politique intérieure. Bon, ils arrivent plutôt au bon moment. Hein. Et puis, à nouveau, je répète, $20 de pétrole, c'est 6 dixièmes de point de croissance en plus. C'est très, très gros. Prenez ça en termes d'inflation. On était au-dessus de 2 d'inflation. À la fin du printemps, au début de l'été, on va être sans doute très largement en dessous de 1, vers 0,6, 0,7. Quand l'inflation passe de 2 à 0,7, vous vous rendez compte, c'est 1,3 de pouvoir d'achat pour les salariés. Les salariés vont gagner 1,3 de pouvoir d'achat entre le mois de décembre et le mois de juin, juillet, uniquement par le pétrole. Hein. Alors, à nouveau, sauf s'il y a une guerre au Moyen-Orient et que le pétrole remonte. Mais dans la tendance actuelle, c'est bien ça qu'on a. Donc, il y a une injection de pouvoir d'achat par la baisse du prix du pétrole qui est très spectaculaire. Avec quasiment 2% de croissance en France, qui devrait résoudre quand même quelques problèmes. Justement, vous disiez… ça va faire un demi-point de chômage en moins, probablement. Oui. Évidemment, on prend. Vous disiez que les grands investisseurs étrangers commencent à regarder ce qui se passe chez nous, à s'inquiéter de la crise des Gilets jaunes. Ils s'inquiètent. Alors, ils ne s'inquiètent pas de la façon dont s'inquiètent certains, qui est de dire est-ce que ça détruit du chiffre d'affaires du commerce au mois de décembre. Ça, c'est pas la grande question des investisseurs internationaux. Pour les commerces, quand même, on a vu Fnac Darty, 50 millions d'euros. D'accord, oui, 5 milliards d'euros. C'est pas ça le sujet pour les. Je parle pas des commerçants, je dis pour les grands investisseurs, et je parle aussi bien d'entreprises que d'investisseurs financiers. La question centrale, c'est est-ce que les réformes vont s'arrêter ou pas? Et est-ce que les réformes déjà en place vont être maintenues ou pas? Est-ce qu'on reste dans cette nouvelle vision de la France où on fait des réformes qui ont du sens, qui ont été analysées, et ensuite on donne de la stabilité? Donc une fois qu'on a changé le système fiscal, par exemple, on garde pendant très longtemps le même système fiscal, même si on a envie parfois de corriger les choses, on ne le fait pas, parce qu'on veut montrer qu'on est maintenant dans une logique de stabilité, où on ne va pas changer le système fiscal tous les ans, ou est-ce qu'on retombe dans le travers habituel de la France, c'est que tous les ans, on commence à changer les règles. Donc là, le retour de l'ISF, par exemple, je peux vous dire que ça aurait un coût monstrueux en image de la France, dans les entreprises, chez les investisseurs, partout. Et c'est pas la peine d'avoir le débat de fond, quoi. Je veux dire, d'avoir le débat de fond, d'abord, c'est un très mauvais impôt. Hein. Vous savez que la plupart des personnes qui payaient l'ISF à un taux au-dessus de 1%, en accumulant le CSG, CRDS, ISF, payaient avant la réforme, par exemple sur un dividende, un taux d'imposition supérieur à 100%. Donc, ce qu'on appelle cadeau aux riches, ça veut dire avoir enlevé un taux d'imposition supérieur à 100%. Il faut quand même dire ça en français. Supérieur au montant touché du dividende. Voilà, on touchait 100 de dividende et on payait 110 d'impôts. Donc, le cadeau aux riches, c'est d'avoir amené ça à 30. Moi, j'appelle ça juste la correction d'un délire. Mais mon point est de dire, si jamais on a la perception dans les grandes entreprises, dans les grands investisseurs, qu'on reste dans une logique d'instabilité des règles et de la fiscalité en France, il y aura le retour à la perception d'avant et on aura un coût absolument terrible en termes d'investissement, en termes de financement de l'économie. Donc il faut absolument trouver une négociation, c'est-à-dire trouver un terrain de négociation, de compromis avec l'opinion, mais il ne faut pas
faire marche arrière sur ce qui a été voté déjà au Parlement. Parce que si on fait ça, je pense qu'on détruit définitivement l'image de la France internationalement. Bon, on n'en est pas encore là. En tout cas, ce que je retiens, c'est qu'il est contrariant. Là, mais enfin, on en prend le chemin, on en prend la direction. On en prend quand même le chemin, oui. Ce que je retiens, c'est que le CAC 40 est sous-évalué, ça, de 20 à 25%. Oui, par là, oui. On peut dire pareil du marché, des marchés européens d'ailleurs, au-delà du CAC français. Ah oui. Ça fait, prenez l'Eurostoxx, vous avez à peu près ça aussi. À nouveau, la prime de risque, elle est 225 points de base trop haute. Et la prime de risque, vous voyez, c'est ce qui fait le PER. Donc quand vous êtes 225 alors que le PER est de 12, vous êtes autour de 20% de sous-évaluation. Bon, on a noté 20-25%. Bon, je ne reviendrai que sans remonter. Exactement. Allez, merci beaucoup. Donc. Merci David. Merci pour ces commentaires, votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama. C'était donc Patrick Artus, le chef économiste de Natixis. Merci. Merci David.